Ce dimanche 30 septembre 1923, Georges Mack voit le jour à 11h dans une petite station balnéaire du Var, Carqueiranne. Il est le premier enfant de Joseph Mack, jeune Cerrétan de 25 ans, et de Marguerite Toller, âgée de 23 ans. Joseph est douanier et son métier l'a amené à quitter son village natal Céré, situé dans les Pyrénées-Orientales. Il sera l'aîné des 3 enfants du couple et grandira à Marseille, où il habitera avec ses parents, boulevard de Strasbourg. Le 19 juin 1939, alors qu'il a presque 16 ans, Georges aura le malheur de perdre sa mère. Suite à cette immense perte, il sera placé chez sa tante Marie Toller à Céré. Il va alors suivre une formation de mécanicien dans le garage de Raymond Talavera, rue Saint-Ferriol. En 1943, alors que la France est occupée par l'Allemagne nazie depuis déjà presque 3 ans, Georges Mack, âgé de 20 ans, est appelé à effectuer le STO, le service du travail obligatoire. Sa vie se trouve à nouveau bouleversée. Le STO est la réquisition et le transfert vers l'Allemagne de travailleurs français afin de participer à l'effort de guerre allemand. Il a pour but de compenser le manque de main-d'œuvre allemand dû à l'envoi d'un grand nombre de soldats germaniques sur le front de l'Est. Faisant écho à l'appel du 18 juin 1940, voici l'histoire d'une poignée de Français qui décidèrent un jour de tout abandonner, de laisser leur famille derrière eux et de rejoindre au péril de leur vie les forces françaises combattantes basées en Afrique du Nord. Pour rejoindre les forces françaises postées à Casablanca, une seule voie semblait alors possible: franchir les Pyrénées et traverser l'Espagne. Pour cela, certains hommes bien informés pouvaient s'appuyer sur des réseaux de passeurs. Et pour la grande majorité, cela se fera au gré des rencontres et au hasard des événements. Tous connurent alors pour de longs mois internements, prisons, camps de concentration, sévices de tout ordre, faim, maladies et parfois l'épuisement et la mort. Voici l'histoire de mon grand-père, Georges Mack. En ce début de mois de juin 1943, la récolte des cerises vient de se terminer à Céré. Georges et 4 de ses camarades ont un plan en tête. Ils veulent échapper à ce service obligatoire pour l'ennemi allemand et rejoindre les forces libres et l'armée française installée au Maroc. Pour cela, le 7 juin, les 5 jeunes Cerrétans organisent leur évasion et prennent la route vers Mauriac où ils passent la nuit chez un certain Panache. Le 8 juin, à l'aube, direction la frontière franco-espagnole via Fronfrel. Ils sont désormais 6. À 8h du matin, la frontière est passée. Par chance, elle n'était ni gardée ni surveillée. Les fuyards ont pris la direction de Figueras où habite la cousine de l'un d'entre eux, Daïdé. On peut imaginer que les 6 hommes, bien que déterminés, sont sur le qui-vive, incertains, et se demandent sûrement s'ils ont fait le bon choix. Ils ont laissé leur famille derrière eux, exposés aux représailles des collaborationnistes, et ne sont pas sûrs de les revoir un jour. Sur le chemin vers Figueras, ils ont trouvé un charretier transportant des oranges. Sans rien dire, il leur a jeté 6 oranges sur la route. Près de 65 ans après, Georges se souvient encore de ce geste. Les habitants de Figueras qu'ils côtoient les invitent à se rendre à l'Armada, le poste de police de la ville. Ils y passeront la nuit, du 8 au 9 juin. Les 6 hommes ne seront cependant pas mis en cellule, on notera leur nom sur un registre, on prendra leur empreinte ainsi qu'une photo avec une ardoise portant leur nom et un numéro. Le 9 juin, les évadés sont amenés à la prison de Figueras, où ils doivent ensuite rejoindre les forces armées françaises via la Croix-Rouge. C'est le début pour Georges Mack d'une longue période d'incertitude. Les carabiniers espagnols lui ont dit que la détention ne durerait pas, et que le lendemain, le temps que la situation soit régularisée, il serait libéré. À la vue des autres Français enfermés, il se doute alors que la détention va durer, et que les carabiniers lui ont menti. La tonte de ses cheveux confirmera qu'il n'est pas prêt de sortir. Lui qui ne pensait que rester que quelques jours dans les geôles espagnoles, il restera de nombreux mois dans des conditions plus que précaires. À la question de savoir quand les évadés français pourront sortir, Mañana, demain, répétait chaque jour leur gardien. Demain vous serez libres, tous, Mañana. Ce mot répété des milliers de fois deviendra l'emblème des évadés de France. Mensonge, la détention va durer. L'Espagne de Franco est censée être neutre dans le conflit mondial, mais elle sort d'une guerre civile qui l'a considérablement appauvrie. Le régime franquiste, malgré une certaine sympathie pour les régimes fascistes italiens et allemands, va être opportuniste et va profiter des prisonniers français pour négocier leur libération contre argent et diverses denrées manquantes. Les conditions de vie à Figueras sont atroces. Dans des cellules de 2,50 m sur 4 mètres, prévues pour 2, les prisonniers sont jusqu'à plus de 15, dormant dans l'humidité, à même le sol, sans matelas ni couverture. Le toilette est dans un coin, sans couvercle et sans eau. La nourriture est à l'image de la prison. Georges, pendant sa détention, a droit à un semblant de café le matin, à midi et le soir un plat de soupe ressemblant plus à un infect liquide noir, et pour la journée, 25 grammes de pain. Au mois de mai 1943, la Croix-Rouge distribuera quelques vivres pour améliorer la situation des prisonniers. Seront aussi donnés des tickets pour effectuer des achats à l'épicerie de la prison. Les prix y sont exorbitants. Le lever et le coucher se fait toujours au son du clairon. Les prisonniers se lèvent à 7h30 et se couchent à 21h. Au coucher, ils doivent crier Arriba Franco,
mais les évadés français ont pris l'habitude de crier salaud à la place de Franco. Georges Mac sortira de la prison de Figueras le 30 août, soit pratiquement 3 mois après y être entré. Ce jour-là, les évadés français ne sont pas libérés, mais transférés menottés 2 par 2 à la gare de Figueras, direction la prison de Girona. Ils sont alors une quarantaine. La prison, un ancien couvent, est différente de celle de Figueras. Elle possède des cellules qui communiquent entre elles, une sorte de grand couloir avec des toilettes où les prisonniers peuvent se rendre à tout moment. Cependant, dans les cellules, les prisonniers dorment toujours à même le sol, avec juste une couverture. Un bassin dans la cour où flotte un petit filet d'eau permet, en écartant la crasse et les poux flottant à la surface, de laver un tant soit peu les chemises et les pantalons. Les hommes portent toujours les vêtements qu'ils avaient au départ de France. Le 15 novembre, Georges, amaigri et fatigué, est échangé contre un sac de blé et sûrement de l'argent. La valeur d'un homme est d'environ 35 000 francs. Après 2 mois et demi d'emprisonnement à Gironne, il est enfin libéré et pris en charge par la Croix-Rouge. Les évadés libérés avec lui prennent le train dans un wagon à bestiaux vers Barcelone, où ils dorment une nuit dans un couvent. Le lendemain, le 16 novembre, les évadés reprennent le train dans un wagon à bestiaux, direction Madrid. Georges se souvient que la Croix-Rouge leur a apporté un repas avant de partir, et de nouveau à Madrid. Arrivés dans la capitale espagnole, les évadés prennent à nouveau le train, cette fois dans un wagon pour voyageurs, jusqu'à Malaga, dont les arènes étaient le point de rassemblement pour tous les Français. Aux alentours du 18 novembre, Georges va embarquer à Malaga sur le Sidi Ibrahim, bateau de la Croix-Rouge française. Il débarque à Casablanca le lendemain. Georges se rappelle que de très nombreux passagers souffrent du mal de mer pendant la traversée. Plus de 5 mois après son départ de Céré, son but est atteint. Il a enfin rejoint les forces françaises. Le 22 novembre, les évadés sont pris en charge par l'armée française à Casablanca. L'armée demande aux évadés la spécialité dans laquelle ils veulent être affectés. Georges Mac, qui a baigné dans la mécanique dès son plus jeune âge, demande la mécanique d'aviation. Il effectuera ses classes à Casablanca, elles dureront un peu moins d'1 mois. Le 13 décembre, Georges est ensuite muté au CPPN de Casablanca, le centre de préparation du personnel navigant. Afin de faciliter sa future formation, le protectorat français au Maroc lui délivrera un passeport. Il restera 1 mois au CPPN et embarquera pour les États-Unis en janvier 1944 sur un navire hôpital de la Croix-Rouge française. Il y a 40 appelés à bord et le trajet durera 9 jours. Après avoir débarqué à Norfolk, dans la Virginie, Georges part à Lincoln, situé dans le Nebraska. Il y intègre une école militaire américaine pour apprendre la mécanique d'aviation et être formé sur les bombardiers. Il est nommé caporal le 10 juin, puis caporal-chef le 7 août 1944. Georges part ensuite par train pour une autre école de mécanique d'aviation, Kistler Field, située dans le golfe du Mexique. En décembre 1944, en vue de rentrer en France et une fois sa formation terminée, il prend à nouveau le train direction Washington. Il fait partie de ces nombreux militaires français formés par l'armée américaine. En attendant le départ, les soldats restent 8 jours à Washington. Entre-temps, Georges a une permission. Il en profite pour se rendre à New York, où il ramènera une série de photos. Sa permission terminée, il part de Washington par bateau, à destination de l'Afrique du Nord. Après plus d'1 semaine en mer, il débarque à Oran en Algérie, puis rembarque pour Tunis où les soldats passent la nuit, avant d'embarquer à nouveau pour Alger. Georges Mac est promu sergent le 15 décembre 1944 avec une hausse de sa solde. Il perçoit alors $50 par mois. Il restera 1 mois en Algérie et partira vers Toulon en février 1945. Il est alors affecté à la 3e compagnie de radar, à Dole, dans le Jura. Avant son affectation, il a quelques jours de permission, pendant lesquels il rentre à Céré. Quel bonheur de retrouver les siens. Il ne les a pas vus depuis plus d'1 an et demi. Il reste environ 3 mois à Dole et est ensuite envoyé en Allemagne par camion pour y installer des radars à côté de la forêt noire au bord du Rhin. Il effectue sa mission de nombreux mois en Allemagne où il est stationné dans une usine de tabac. Cette zone est déjà à l'époque occupée par les Français. En 1946, bien que la guerre soit finie, Georges Mac est toujours en zone d'occupation française en Allemagne. Il sera démobilisé le 4 juin. Il rentre alors à Céré. Les 6 évadés partis en juin 1943 sont tous rentrés à Céré à l'issue de la guerre, liés à jamais par ceux qu'ils ont traversés. Tous les évadés n'ont pas eu cette chance. Sur les 30 000 personnes qui tentèrent de rejoindre l'Afrique du Nord par l'Espagne pour rallier les forces françaises libres, près de 600 périrent lors de la traversée des Pyrénées, près de 5 000 furent interceptés à la frontière et déportés en Allemagne, et environ 1 000 moururent dans les prisons espagnoles de maladies ou de mauvais traitements. La vie va reprendre son cours, et moins de 3 ans après son retour, Georges se mariera à Céré avec ma grand-mère Remède de Brugat le 8 janvier 1949. Céré, en remerciement à ses valeureux habitants, fera ériger en 1946 la première stèle leur rendant hommage près du pic de Fontfrède. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'en 2005,
Georges et 3 autres Cerrétans seront médaillés, évadés de France engagés volontaires. Près de 60 ans après, cette médaille, bien qu'elle ne soit pas la seule qu'ils aient obtenue, leur mettra les larmes aux yeux.